avec le centre CIFFC du Canada. Nous sommes ici, nous reconnaissons que nous travaillons et nous sommes dans les territoires traditionnels des peuples autochtones qui maintenant sont connus comme le Canada. Je voulais commencer avec quelques aspects techniques pour notre réunion aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, nous avons un soutien technique à ma gauche de votre écran. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à les contacter. Sur le chat, vous pouvez voir votre photo ou identifiant. Et juste en dessous, vous avez le chat. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les faire à travers le chat et on espère qu'on pourra avoir une conversation très active. Donc, on vous encourage à utiliser le chat aujourd'hui. Comme ça, on pourra avoir une conversation très dynamique. Donc, encore une fois, si vous voulez sélectionner la langue française pour cette conférence, vous pouvez le faire aussi. Donc, chaque an, notre comité est hôte d'une conversation concernant la sécurité pour la faune et les feux de forêt. Voilà une opportunité pour savoir plus au sujet d'autres agences et organisations internationales qui travaillent autour de ce sujet. Aujourd'hui, on va aborder les compétences non techniques. Concernant la gestion des urgences, le Dr Hayes va nous partager quelques concepts, quelques approches concernant sa recherche dans cet espace. Je voudrais, attendez-moi une minute, 2 secondes, merci de patienter. Peter travaille actuellement à l'Université de Queensland, à l'Institut Appleton et travaille sur son projet de recherche. Je vais vous partager sa biographie complète dans le chat. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Comme ça, on ne prendra pas plus de temps. C'est un plaisir de vous avoir ici, Dr. Hayes. Bienvenue. Merci pour cette introduction. Je vais commencer ma présentation. Bienvenue à tous et à toutes. J'habite à Melbourne, en Australie. Il est 6 heures du matin ici, donc j'essaierai de bien faire la présentation. Je voulais vous parler un peu au sujet de l'opportunité que nous avons prise pour développer une technique pour la gestion des urgences avec des compétences non techniques en Australie. Et pendant les 9 dernières années, j'ai travaillé aussi comme partie d'une équipe de gestion d'urgence pour la surveillance de ces différentes situations forestières. Et avec mon partenaire, nous avons travaillé sur ce document de ressources et matériel. J'ai travaillé la plupart de ma vie en psychologie organisationnelle et mon collègue en psychologie du comportement. Et donc, voilà, c'est notre approche pour cette recherche. Donc, pour commencer, on voulait aborder un peu le sujet des compétences non techniques et ce qu'on a fait pendant les dernières années. Juste brièvement, je voulais vous les décrire pourquoi elles sont importantes, ces compétences. Je vais vous donner quelques exemples de matériel de formation que nous avons développé pendant les dernières années aussi. Et comme ça, vous pouvez tenir compte et utiliser ces différentes ressources et les inclure dans vos organisations. Là, je vais vous parler un peu au sujet de notre recherche, notre projet concernant la prise de décision dans nos organisations. On verra comment on ira. J'espère que ça prendra pas beaucoup de temps. Donc, notre approche se base sur les ressources et les outils pour
le développement de ressources pour le soutien de la gestion des urgences et des incidents de manière efficace. Nous avons fait une approche basée sur les opportunités à aborder pour réduire les risques et croître le nombre d'opportunités. Aussi, plusieurs des équipes avec lesquelles nous travaillons très souvent font un bon travail, mais nous sommes conscients qu'il y a des situations dans lesquelles une équipe ne travaille de manière pas si efficacement à cause de différents impacts et effets. Et donc, il est très important de capturer ces erreurs et omissions pour améliorer l'efficacité. Donc, ces compétences peuvent nous aider à aborder ces omissions et ces erreurs et aussi créer un environnement qui soit un peu plus, qui puisse favoriser une meilleure efficacité pendant un événement difficile. Nous voulons aussi nous préparer, nous être mieux préparés pour les événements futurs. Nous savons que le changement climatique est un thème au centre de toutes nos conversations. Il y a beaucoup de problèmes de financement, etc. Et donc, il faudra aborder et adresser ces différents obstacles. Ces compétences nous permettent de mieux utiliser les ressources et permettre le développement d'un meilleur environnement de travail et aussi un meilleur environnement pour la formation de nos équipes. Donc, en général, nous travaillons. Veuillez patienter une seconde. Donc, principalement, nous travaillons en utilisant une conception centrée sur la personne. Surtout pour comprendre quels sont les problèmes et comme pratiquants, quelles sont les ressources et les outils que nous pouvons utiliser pour travailler dans ce cadre afin d'aborder ces situations et de les solutionner avec les équipes et les équipes pratiquantes sur site. Il serait inutile de développer les ressources sans aborder les problèmes car elles ne seraient jamais utilisées. Donc, nous avons développé plusieurs outils. Le principal est la gestion d'urgence avec les compétences non techniques. Généralement, nous avons des listes de vérification avec nos équipes qui nous aident à travailler. C'est un outil diagnostique pour comprendre la situation et la situation à laquelle nous faisons face. Ceci est mis en œuvre à niveau national ou statal afin de faire un suivi de tous les exercices et toutes les ressources que nous devons utiliser. Donc, l'importance de ces compétences non techniques dans la gestion d'urgence. Généralement, elles sont très importantes pour la gestion d'incidents et de différentes urgences. Ici, en Australie, nous avons fait quelques enquêtes, nous pouvons faire référence à quelques situations à différents lieux comme Linton, Canberra, Whangarei, entre autres. Et donc, il y a des différents aspects de ces compétences non techniques que nous avons utilisées. Donc, concernant votre contexte au Canada, est-ce qu'il y a des incidents significatifs concernant des incendies de forêt que vous avez identifiés dans lesquels les compétences non techniques ont été des facteurs contribuant à la situation?
Oui, en effet, sur le chat, on aimerait bien savoir ce que vous pensez. Nous avons fait des analyses de différents incidents et urgences. Si vous pouvez répondre, si vous avez identifié quelques compétences non techniques qui n'étaient pas présentes et qui auraient pu contribuer à élargir une situation dangereuse, une situation d'urgence. Je peux penser pendant les jours de transition. Concernant un incident, généralement, on associe cette situation à une urgence qui croît. Et concernant ces compétences non techniques, quand elles je ne sais pas si on pourrait penser sur quelles parties ou quelles compétences pourraient contribuer à ceci. Partagez sur le chat si vous avez des idées, peut-être quelques exemples il y a des exemples que vous pouvez partager, Peter, concernant la situation en Australie, peut-être comme ça on pourrait détonner une conversation. Par exemple, les incendies en 2009, une des compétences non techniques à voir avec la gestion du stress et les tensions. Et je crois que c'est quelque chose que nous n'avons pas considéré auparavant et qui peuvent avoir un impact sur les communications, entre autres. Euh, donc, c'est un aspect très important à considérer. Je crois qu'initialement, il y avait beaucoup de personnes qui ne suivaient pas les protocoles. Par exemple, si on compare avec la situation de conscience concernant la nécessité de changement de stratégie à Londres il y a quelques années concernant ces stratégies, je crois que ça pourrait être problématique. Euh, Ce que nous voulons souligner surtout, c'est que ces compétences non techniques et leur utilisation aussitôt que possible est très importante. La situation du Deepwater Horizon, par exemple, c'était un événement très, très connu autour du monde. Et là, on a vu des différences, des problèmes de communication entre des différents navires. L'ouragan Katrina aux États-Unis aussi, la communication était très importante. Je crois que ce sont des exemples très faciles à avoir. Euh, à mentionner pour ce cas-là. Peter, je voudrais vous tous vous rappeler que vous pouvez donner des exemples. Je crois qu'une de vos compétences non techniques est celle de la collaboration. Nous savons tous qu'une bonne collaboration est quelque chose de très positif et qui aide à nous donner des résultats positifs aussi. Si nous abordons le thème d'une situation unifiée, d'une commande unifiée, pour avoir des résultats positifs, mais peut-être si cette compétence pourrait être mieux utilisée, ce serait d'autant mieux. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de comment elle pourrait ne pas être bien utilisée? Sur le chat, quelqu'un a mis qu'un exemple que cette personne voudrait partager, c'est l'évacuation et la prise de décision concernant les incendies de Horse River. Bah oui, quand on analyse les événements qui sont déjà passés, généralement, on peut savoir qu'est-ce qui aurait dû arriver, mais pendant ces situations d'urgence, il est très difficile de savoir ou de corriger quelques actions. Un de mes collègues était en train d'analyser ces enquêtes nationales concernant les incendies de forêt ici en Australie. Et on a vu que il y a beaucoup de problèmes qui étaient dus à une coordination manquante entre les différentes agences et la définition de ce qui devait arriver et comment on devait aborder les problèmes et la situation. Euh, L'incendie à Canberra, par exemple, a eu un impact sur plusieurs maisons sur site et je crois que c'était dû à un manque de coordination et de communication. Donc, si nous
Je crois qu'il y aura plusieurs exemples dans la littérature que nous pouvons identifier pendant les incendies, les différents événements qui ont eu lieu en Australie. Euh, Au Royaume-Uni, depuis l'année 86, je crois qu'il y a eu deux incendies ou deux incidents majeurs qu'on pourrait considérer aussi et qu'on pourrait utiliser comme exemple pour ses compétences non techniques. Euh, donc, il y a des aspects scientifiques de recherche et aussi ces aspects de, d'expérience que nous pouvons partager. Ce que nous voulons faire, euh, c'est aider aux équipes, aux organisations à mieux se préparer pour pouvoir mieux gérer ces situations, considérant que nous faisons face à un futur de plus en plus compliqué. Et comme ça, ils auront plus de ressources pour aborder ces situations. Donc, concernant les compétences non techniques, euh, je crois que vous êtes déjà familiarisé avec le terme CRM. Euh, Depuis plusieurs années, je crois qu'il y a 20 années à peu près, il y a eu un incident avec plusieurs avions qui ne pouvaient pas atterrir en sécurité, donc qui n'arrivaient pas à leur destin. Et ces situations étaient dues à un manque de communication. Il y avait une lecture qui paraissait indiquer qu'il n'y avait pas suffisant qu'il n'y avait pas de combustible suffisant pour atterrir et donc les pilotes il y avait une distraction pour les pilotes et ils ne pouvaient pas faire une approche adéquate. Mais vu que l'équipe n'utilisait pas leur talent ou leurs ressources combinées ou ensemble en même temps, ils ne pouvaient pas résoudre le problème pour aborder la situation de manière efficace. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous faisons des sessions de formation pour que les équipes puissent mieux utiliser toutes leurs ressources afin d'aborder ces situations. Par exemple, un pilote avec un moteur qui ne fonctionne pas adéquatement ou afin de maximiser les ressources et les utiliser de manière efficace. Donc, il y a plusieurs programmes de formation que nous pouvons citer pour utiliser la totalité des ressources. Et typiquement, il s'agit de la communication, la prise de décision, leadership, la coordination, sont tous au début de la liste. Mais euh, nous pouvons voir un impact de cette situation aussi dans de différents domaines comme les stations d'énergie nucléaire, le secteur santé, l'industrie ferroviaire. Et ce sont toutes des industries qui ont besoin de plusieurs compétences non techniques. Donc, je crois que j'ai perdu ma présentation et je ne peux plus avancer. Donc, je voulais parler au sujet des compétences non techniques qui contribuent aux ressources techniques qu'on peut utiliser pour la performance professionnelle. Euh, Par exemple, si on est pilote ou si on est capitaine d'un navire, il faut savoir comment arriver de A à B avec les différentes astuces dont on a besoin. Il faut créer un environnement dans lequel on pourra avoir une interaction, une communication et un dialogue avec toute notre équipe pour considérer toutes les conditions météorologiques, entre autres, afin d'avoir une meilleure prise de décision.
Et de cette manière, on pourra avoir une meilleure pratique professionnelle. Mais il y a beaucoup de... Je voulais mentionner qu'il y a beaucoup de professions qui ont besoin de ces compétences non techniques qui nous aident à aborder ces situations et qui nécessairement, forcément, ont besoin qu'on combine les différentes compétences. Et c'est comme ça que nous avons développé le cadre de compétences pour notre recherche. Concernant spécialement ces compétences qui sont importantes pour le travail et pour le transport, etc., nous avons pu travailler sur un cadre qui nous permettrait de créer un langage consistant et qu'on pourrait tous et tout avoir en commun pour mieux nous comprendre entre nous, pour avoir une meilleure interaction, une meilleure conversation et aussi une meilleure rétroaction. Ce cadre nous aide aussi à mieux analyser l'introduction de nouveaux types d'interventions et leur impact. Si nous avons une nouvelle équipe qui lidère les efforts, peut-être, ça nous aidera à la communication et à la nouvelle implémentation, la nouvelle mise en œuvre aussi. Donc, MNOTS, en anglais, c'est la gestion d'urgence à travers des compétences non techniques. Ici, nous avons plusieurs ressources que je vais brièvement mentionner aujourd'hui. Ici, vous avez un site web que vous pouvez visiter. Il y a une liste de 42 différentes compétences qu'on peut considérer. C'est un document de 45 pages avec des exemples, des exercices, et cela explique leur pertinence et comment les personnes peuvent avoir une analyse un peu plus critique des environnements et des situations de travail. Aussi, nous avons analysé surtout en Australie les différentes situations et les suggestions concernant comment on devrait aborder ces situations. Je crois que j'ai partagé une copie de ma présentation à Maria, mais de toute façon, vous aurez toutes les ressources. Vous pouvez faire clic sur les liens que j'ai partagés dans la présentation et aussi si vous êtes intéressé à avoir accès au matériel du séminaire, vous pouvez l'avoir aussi. Je vais vérifier avec EFEC concernant les ressources avant de vous offrir quelque chose que je ne pourrais pas partager. Mais bon, concernant cette formation sur les compétences non techniques, nous avons développé 2 sessions de formation. La première est une introduction aux compétences non techniques et la deuxième est un peu plus avancée pour les pratiquants plus âgés, plus expérimentés. Et elle couvre l'expérience, le leadership, la prise de décision, etc. Et bien sûr, la gestion de stress et la fatigue. Je vais vous donner quelques exemples du matériel que nous utilisons pour que vous ayez une idée de l'atelier. Et comme ça, vous aurez une meilleure idée de ce qu'on fait. Vous pouvez le faire en ligne ou en présentiel. Donc voilà, c'est juste des exemples concernant comment on crée la conversation, comment on développe le dialogue autour des compétences que nous voulons promouvoir. Il faut considérer que ces compétences
sont, on pourrait dire, une bonne pratique professionnelle. Mais il faut aussi considérer qu'il s'agit d'un comportement qu'on devrait promouvoir à l'intérieur de nos organisations, d'une perspective culturelle, par exemple. Nous voulons toujours représenter ou être un soutien pour le développement, pour la promotion de nos valeurs, etc. Donc, il faut être cohérent. Normalement, je demande ici si vous croyez que vous travaillez dans un dream team ou une équipe dysfonctionnelle. Je ne vais pas le demander aujourd'hui, vu le temps, mais il faudrait considérer ceci et penser aux choses que vous faites très très bien et aux choses ou situations que vous pourriez améliorer. Et aussi poser la même question aux organisations ou aux équipes qui travaillent autour de ces mêmes incidents. Euh, Généralement, nous pouvons différencier. Je crois que les gens ont une très bonne idée de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et normalement, cette question commence à précipiter ce dialogue et cette conversation très importante que nous pouvons travailler tout au long du reste de l'atelier selon les réponses obtenues. Donc, juste pour tous les participants et participantes, considérez euh, ces deux aspects de votre équipe. Donc, quelque chose d'autre que nous faisons ici, c'est juste souligner qu'une bonne équipe n'est pas nécessairement la réponse pour tout. Il faut avoir une capacité technique d'équipe aussi. Euh, Et pour ceux d'entre vous qui aimaient bien le basketball, vous connaissez déjà peut-être les résultats, les résultats olympiques pour les États-Unis de 2004. Euh, donc, c'est quelque chose à considérer. Que même si nous avons du talent, il faut vraiment avoir une communication, un dialogue efficace afin d'avoir des résultats positifs. Donc, les gens doivent savoir ce qu'ils font, ils doivent être compétents et l'équipe aussi est très importante. Voilà la liste de vérification des compétences non techniques pour la gestion d'urgence. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à vérifier, à vous en parler, mais je voulais la partager. Avec ces systèmes de compétences non techniques, nous avons trois éléments. Euh, qui sont très importants, peut-être un quatrième. Je crois que vous pouvez voir ici, c'est communication tout d'abord, et vous avez les éléments de la communication. Donc, c'est le groupe de caractéristiques qui font partie de la communication et c'est là que vous pouvez vérifier que tout soit présent dans votre équipe à travers cette liste. Euh, c'est c'est très facile d'utiliser cette ressource, d'utiliser cet outil et aussi juste cet outil représente un document d'orientation aussi afin de voir comment on peut travailler avec une nouvelle perspective de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans l'équipe, ce qui pourrait être problématique. Et quant aux démarches de déroulement de ces compétences, nous utilisons un modèle en trois compétences non techniques. Tout d'abord, nous avons la sensibilisation, notre modèle NTS, donc les skis, les pratiques, faire partie de la pratique et la rétraction, le renforcement
continue et nous utilisons d'autres compétences aussi. Donc c'est pour ça, c'est la première phase où les personnes peuvent comprendre et se familiariser. Après, nous avons les deux prochaines phases de pratique et rétroaction où nous avons l'occasion de pratiquer les compétences en technique avec la simulation et d'autres moyens de permettre la pratique. Mais ici, nous devons vraiment commencer à faire la pratique, pas seulement dans un scénario d'urgence, mais dans toutes les activités de l'organisation. Et finalement, la troisième phase, la phase de renforcement continu, où nous avons des formations de rappel, la possibilité de pratique dans ce système pour qu'ils soient encouragés et qu'ils fassent partie de cette pratique. Peter, excusez-moi, juste une question. Quant à cette liste de contrôle, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de comment l'utiliser dans l'opération? Par exemple, ici au Canada, nous avons des équipes de gestion, mais nous avons aussi l'organisation des équipes qui ont passé par une formation et qui sont prêts à s'attenir à ça. Donc, est-ce que cette liste de contrôle se fait pour les formations ou pendant un incident? Je dirais qu'un bon moment pour commencer à utiliser ces listes de contrôle est pendant les formations, pendant les exercices de formation. Mais dépendant de l'incidence, peut-être que vous pouvez l'utiliser. Si vous avez, vous pouvez déployer ces phases, vous pouvez utiliser cette liste de contrôle. Ce que je vois aussi assez souvent, à côté des... Ils utilisent des listes de contrôle pour aussi avoir une évaluation ou faire des notes mentales sur comment va l'équipe, le travail et se demander comment le travail en équipe se passe. Après, ça peut nous aider aussi pour parler plus à fond sur l'incident, sur ce qui s'est fait. Et c'est important d'avoir donc ces démarches et ces cadres où les décisions peuvent bien se prendre. Donc nous utilisons ces listes de contrôle dans tous les scénarios, sont assez pratiques et nous les encourageons à les utiliser pour se familiariser avec elles. Nous savons que qu'il y a des moments intenses, mais c'est important aussi de passer avec les simulations, les formations pour être plus familiarisé avec ça. Très bien, merci. Parce que je demandais, car nous avons une question d'exemple sur les compétences non techniques que nous pouvons utiliser pendant ces incidents. Et quelles sont les compétences non techniques qui peuvent contribuer à résoudre ça? Donc, des fois, on ne prend pas en compte ces listes. Beaucoup de choses, beaucoup de fois, ça nous rappelle les compétences non techniques, mais des fois, il n'y a pas le nom pour cela. Donc, nous sommes très conscients des compétences techniques, mais c'est important aussi d'évaluer les aspects non techniques. Oui, exactement. Et nous ferons aussi un analyse plus spécifique, prendre des notes sur ce qui se passe sur place. Et nous pouvons voir qu'il y a un groupe de compétences non techniques qui ont contribué à des mauvais résultats pendant la prise de décision ou bien une mauvaise coordination. Bon, je vais continuer et pour cela, j'aimerais parler des compétences non techniques. J'aimerais parler des trois premières, coopération, coordination et communication. Les trois C, comme on les appelle. Et on les appelle travail en équipe. Donc, quand nous parlons de travail en équipe, nous parlons des trois grandes C, coopération, coordination et communication. Donc, nous utilisons cette vidéo pour introduire le concept de travail en équipe. Peut-être que vous l'avez déjà vu, cette vidéo. Ça parle
de l'ego. Nous voyons qu'il y a un bateau qui est dans la mer pendant la pluie et nous voyons que ce navire continue jusqu'à passer la tempête et, et donc c'est l'histoire de comment ce navire va continuer, mais en fait, après un moment, il retrouve un phare. Donc nous utilisons cette vidéo pour introduire le concept de travail en équipe, de penser ensemble. Quand il y a une situation dangereuse, nous avons le capitaine du navire qui a des instructions très claires, qui nous disent, voilà, nous voyons un phare, mais peut-être que il se confond et il ne croit pas que c'est un phare, il croit que c'est un bateau. Donc, ils doivent ajuster leurs expectatives, leurs perspectives et toujours travailler en équipe. Donc, c'est une vidéo qui raconte beaucoup de choses et qui nous montre comment les personnes prennent des décisions et agissent en groupe. Et il y a un travail en équipe qui doit se faire plus consciemment. Et plus de préparation et d'ajuster selon la situation. Donc c'est une vidéo assez sympathique qui nous aide à commencer à penser sur comment nous pensons aux équipes, au travail en équipe, à prendre des décisions, à la communication, à comment se soutenir et à coopérer. Après, nous passons à parler du travail en équipe avec cette métaphore de ce tabouret. Si on ne communique pas bien, nous ne pouvons pas créer une coordination. Donc voilà les trois jambes du tabouret. Nous avons besoin de communication. Sans cette communication, il n'y a pas de coordination. Et s'il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de coopération. Donc nous avons ces trois piliers basiques qui travaillent en connexion très étroite. Et c'est important pour que les équipes comprennent ceci, surtout quand nous parlons et nous travaillons dans des dynamiques très intenses de haut niveau. Nous ne voulons pas commencer à avoir des problèmes. Et quant aux compétences d'équipe transportable en Australie, nous parlons avec beaucoup de personnes dans le niveau de prise de décision pour prendre en compte ceci. Et il y a 20 ans, nous savons que il y avait que deux types de personnes. Maintenant, nous voyons plus de diversité, 5 types de personnes, les personnes qui bougent, surtout en Australie. Nous voyons plus de mouvements, plus d'interactions. Et nous avons donc les compétences d'équipe transportable qui peuvent être utilisées dans une variété d'équipes. Cette diapositive met en évidence les compétences de base qui nous permettent de travailler avec succès dans un éventail d'équipes, car une partie de la préparation de ces personnes pour transférer ces compétences. Donc nous avons les compétences fondamentales telles que communication, rétroaction, conflit, compétences interpersonnelles et de leadership. Après, nous avons aussi l'esprit d'équipe qui sont aussi importantes pour comprendre les dynamiques. Et finalement, nous avons aussi des attributs personnels comme la capacité cognitive, orientation collective, adaptabilité et conscience. Mais pas tout le monde ne doit pas être élevé. Il y a des aspects problématiques de la personnalité d'une performance d'équipe que nous voulons effacer, comme le machiavélisme, la psychopathie, le narcissisme. Donc nous voulons vraiment encourager les traits positifs pour que ces personnes deviennent de vrais joueurs d'équipe. Et si nous parlons de la coordination, il y a quelques questions qui surgissent tout le temps sur l'aspect comportemental de la coopération dans les membres.
Et nous avons donc la compétition entre les équipes qui, des fois, peut être utile. Donc, nous avons aussi un éventail de personnes qui peuvent être très compétitives, pas tellement compétitives. Donc, c'est tout un éventail et nous devons comprendre comment ces personnes se sentent lorsqu'il y a une compétition avec les avantages, les désavantages. Donc, voilà quelques questions que nous faisons. Je vais continuer avec la présentation parce que le temps passe vite. Mais ça... Oui, Mariette, tu voulais dire quelque chose? C'est un très bon point de discussion, je disais, et ça peut nous donner une très bonne conversation pour réfléchir à, au comportement que nous espérons, quels comportements peuvent être problématiques, toxiques, et nous faisons ça dans un espace sûr où nous pouvons identifier ces comportements et nous pouvons aussi aider les collègues et aussi, si ça aide, c'est important aussi de ne pas rejeter l'aide que nous avons. Donc, il s'agit de recevoir et d'offrir l'aide. Et aussi la question de compétition. Ici, c'est très important de prendre le travail de Nicolas qui parle de la nature de compétition de l'être humain. Elle parle de la compétition, de la confiance en équipe, la confiance qui se crée entre les membres. Ceci est surtout au Royaume-Uni, car il y a cette recherche s'est donnée au Royaume-Uni. Donc, nous avons vu que les équipes peuvent être très compétitives et ça peut causer des défis et même des problèmes aussi. Nous utilisons aussi des scénarios dans notre atelier pour faire des simulations. Donc voilà un scénario qui est apparu plus d'une fois dans les simulations que nous avons préparées pour les équipes. Donc, disons que nous avons un exercice de simulation et Angela est le leader d'équipe et Trevor pose toujours des questions difficiles. Et il a déjà travaillé avec Angela pendant quelques années, donc voilà le scénario. Trevor qui teste Angela. Donc la première question est, qu'est-ce que nous croyons qui se passe? Qu'est-ce qui est en jeu ici? Que pourrait-il se passer à votre avis? Pourquoi est-ce que Trevor pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? Si vous pouvez aussi partager vos commentaires dans le clavardage. Bien sûr, on vous rappelle que le clavardage est juste en bas de votre écran. Pardon, en haut à droite, vous pouvez écrire votre commentaire sur ce scénario entre Angela et Trevor. Oui, nous attendons les commentaires. Ou peut-être qu'ils relisent le scénario. Donc je vois que les prénoms ont été changés pour protéger l'identité des individus. Peut-être que quelqu'un est en train de se dire, c'est moi Trevor, c'est moi Angela. Nous avons un commentaire dynamique de pouvoir qui a mené à un conflit qui n'a pas été résolu. Un autre commentaire, jalousie, compétitivité ou rancune exceptionnelle. Peut-être que Trevor n'est pas en sécurité ou a des antécédents personnels professionnels avec Angela. C'est un autre commentaire.
Très bien. Je ne vais pas donner toute la liste, mais ce sont des bons points de, de commencement. C'est un comportement très pauvre. Peut-être qu'il y a des antécédents dans cette relation, des rancunes, comme on l'a déjà mentionné, effectivement. Et ce scénario, nous l'avons conçu avec quelques cas réels. Et nous pouvons dire qu'il s'agit de l'ego, de mauvaises relations. Mais ici, le défi est que ce comportement mine la coordination et la communication de l'équipe. Donc, il y a Trevor qui est dans cette crusade de... Et nous commençons à voir qu'il commence à travailler contre l'équipe. Et donc, la deuxième question sont sur le type de compétences non techniques qui entrent en jeu. Donc, ici, nous pouvons dire qu'il y a un manque de coordination et de communication à cause du comportement de Trevor qui interfère, qui est toujours en train de miner les idées d'Angela. Et après, nous voulons savoir donc comment rectifier cette situation. Donc, quelles sont les recommandations pour rectifier cette situation? Et nous pouvons utiliser quelques outils ici. Tout d'abord, nous ne devons pas miner Angela. Au contraire, lui fournir de soutien, mais nous pouvons aussi dire qu'il y a un problème avec Trevor qui est en train de faillir l'équipe. Donc, nous pouvons avoir une discussion, tout d'abord avec Angela, après avoir un mot tranquille avec Trevor sur son comportement. Avoir une réunion en équipe aussi avec les autres membres est important pour qu'ils puissent reconnaître aussi le comportement de Trevor. D'un point de vue organisationnel, l'organisation ne peut pas accepter ce comportement. Et j'ai déjà vu ces situations dans quelques organisations et nous voyons que des fois ça se passe avec des cadres seniors qui ont ce comportement pour miner les personnes dans l'organisation. Donc, il y a des organisations qui n'ont pas toujours le meilleur comportement, qui ont un comportement problématique et toxique, et qu'en premier plan, il paraît d'être assez bien, mais de temps en temps, il y a un comportement toxique qui en sort. Peter, ça va? Donc voilà un exemple de scénario. Nous utilisons d'autres exemples pour réfléchir à ces questions. Et comme vous voyez, ce sont des scénarios de situations qui nous permettent de réfléchir sur les compétences non techniques et pouvoir identifier aussi ce type de comportement problématique. Donc, il y a une question dans le clavardage sur les compétences techniques et compétences non techniques. Donc, si nous avons des compétences techniques et non techniques, ils vont se chevaucher à un moment, comme deux cercles qui s'unissent. Et tout d'abord, nous devons avoir une compréhension fondamentale des compétences. Nous devons connaître la charte et pouvoir appliquer les compétences de communication et de coordination autour des compétences techniques et vice-versa. Pour pouvoir mettre en place les compétences techniques, nous devons avoir des connaissances techniques pour savoir comment exactement mener toutes ces ressources et avoir les meilleurs résultats. Donc, les compétences non techniques nous permettent aussi de travailler avec d'autres personnes pour
prendre des décisions, gérer des équipes et pouvoir résoudre l'incident le plus vite possible. Donc, merci pour, euh, pour cette question. Une autre question est, est-ce résoluble ou y a-t-il un chemin à parcourir quant aux bonnes connaissances des compétences techniques, mais un mauvais communicateur, ou vice-versa? Donc, comme je disais, nous devons avoir un équilibre entre les deux compétences et peut-être que vous avez déjà vu KNSO en anglais, c'est connaissances, compétences et d'autres éléments que vous pouvez apprendre facilement. Mais il y a des compétences caractéristiques qui sont beaucoup plus difficiles à former les personnes, à comprendre et à développer ce travail. Donc, les compétences non techniques avec une bonne compréhension du technique peuvent nous donner une bonne base, mais nous devons aussi être sûrs que nous avons des conversations difficiles sur ce que les personnes font bien ou bien sur ce qu'ils peuvent améliorer. Nous devons aussi identifier les lacunes et donner une rétroaction qui doit se prendre, qui doit être reçue d'une façon positive, parce que pas toutes les fois nous voyons ou nous recevons une rétroaction positive, surtout si il y a une question de comparaison entre une personne et une autre. La rétroaction et les commentaires de retour doivent être bien conçus et c'est pour cela que avoir ce type de conversation devient aussi part du défi et c'est pour cela que nous avons besoin de beaucoup de patience. Et je sais que nous sommes presque à bout de notre temps. Je veux juste souligner l'élément de coopération et les formes, 4 formes clés qui sont autour de la confiance, la sécurité psychologique, l'efficacité collective et la cohésion. Donc, la confiance, où on a confiance dans les coéquipiers, sécurité psychologique, où on a l'impression d'être authentique, efficacité collective et cohésion. Donc, je vais continuer avec la coopération comme une compétence non technique. Ici, vous voyez un résumé d'éléments et de marqueurs comportementaux à l'appui de compétences non techniques. Et quant à rassembler tout cela, comment est-ce que nous pouvons utiliser ces listes de contrôle? Nous pouvons les utiliser pendant l'évaluation du rendement en temps réel, lorsque nous expliquons les cadres, et juste en général pour aider à former les personnes. C'est une liste de contrôle assez facile à vérifier pour identifier les meilleures compétences en technique et pouvoir identifier les comportements toxiques. Comme partie de formation, nous utilisons une autre vidéo de Ghostbusters. C'est une vidéo de 4 minutes et nous demandons aux équipes d'écrire ce qu'ils voient dans cette vidéo. Donc, c'est une situation médicale d'urgence, mais amusante. Et ça nous donne un bon exercice pour les participants à mettre en place les compétences en technique telles que la communication, coopération et collaboration. Donc, on les divise en groupes et ensemble, ils vont écrire leur stratégie. Donc, c'est un bon point de début. Il y a beaucoup d'autres opportunités et possibilités pour développer des compétences non techniques. Ici, à Victoria, nous avons une formation en ligne pour introduire les compétences non techniques, ainsi que d'autres agences australiennes. Peut-être qu'on pourrait connecter les agences australiennes avec les canadiennes pour
former plus de personnes dans les compétences non techniques si vous êtes intéressé. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. C'est une formation que j'encourage beaucoup, que beaucoup d'autres organisations ont déjà prise. Quant aux possibilités informelles, nous pouvons par exemple prendre régulièrement le pouls des compétences non techniques dans votre équipe ou parler régulièrement des compétences non techniques, la modélisation de compétences non techniques, donc de prendre 30 secondes pour mettre le chef d'opération à part pour discuter rapidement sur ça et faire le point sur cela, car ça peut aider les personnes et avoir une meilleure communication. Il y a beaucoup d'opportunités pour les organisations sur comment mettre en œuvre ceci. Ceci inclut les initiatives organisationnelles potentielles pour les compétences non techniques, la planification du développement individuel, le système privé, l'encouragement, la formation, entre autres. Encore une fois, nous pratiquons beaucoup les commentaires de retour. Donc, nous avons ce tableau pour organiser les compétences non techniques. Je vais passer par ceci un peu plus vite. Cette diapositive nous montre une ressource, la ressource AFAC, qui fournit des conseils sur la façon d'intégrer des compétences non techniques dans la formation de gestion des urgences. C'est une ressource très utile pour la formation et pour identifier des opportunités d'enrichir les compétences non techniques dans la formation en gestion d'urgence. C'est un document de 30 pages qui souligne les sections principales et les conclusions. Je vais m'arrêter ici avec la dernière diapositive pour vous présenter notre plus nouveau projet, le projet de prise de décision. Si ça vous intéresse, c'est ce projet T2A4 pour l'amélioration de la prise de décision en matière de gestion d'urgence. Et je m'arrête ici. Merci Peter, nous avons reçu d'excellents commentaires dans le clavardage, merci beaucoup. Et c'est très important de combiner les compétences techniques et non techniques. Et malheureusement, nous sommes à bout de notre temps, c'est un sujet très intéressant et en plus pour vous, c'est très tôt le matin, il est 6 heures du matin. Mais ce que je vais demander maintenant aux participants, bon, je vais leur envoyer les ressources, la présentation, les vidéos et nous allons aussi publier cet enregistrement dans notre site web et dans nos réseaux sociaux. Donc, comme ça, tout le monde pourra le voir et pourra avoir accès à toutes les ressources. Donc, nous allons tout partager. Je crois que ça va être très apprécié par nos participants. Oui, et je vais vérifier avec AFAC ce dernier document, cette ressource dont je vous parlais. Et nous allons continuer à vous partager ces ressources. Vous pouvez me contacter quand vous voulez aussi. Oui, donc n'hésitez pas à nous contacter pour ce document. J'aimerais avoir beaucoup plus de temps pour continuer à parler de ça, de ce sujet qui est très intéressant, Peter. Mais on vous aura bientôt de retour pour continuer avec cette conversation. Et merci beaucoup. On restera en contact. Merci, excellente journée tout le monde.